Ma petite amie m'a dit que c'était fini. Je pars à Paris avec quelqu'un qui m'apprécie vraiment. J'ai répondu, bon voyage. Elle ne savait pas que sa mise à niveau était en fait mon stagiaire. J'ai attendu que leur avion ait décollé, puis je l'ai viré, annulé sa carte de crédit professionnelle, et je les ai laissés coincés là-bas, entourés de bagages de luxe. Salut Reddit. Vous avez déjà découvert que votre copine vous trompait avec votre stagiaire? La mienne pensait qu'elle visait plus haut, sans se douter que c'était moi qui signais ses feuilles d'heure. Je n'ai pas perdu le sommeil, ni sombré dans une spirale de mec triste. J'ai juste tout documenté, géré ça comme un danger sur un chantier, et j'ai supprimé le problème, proprement, calmement, définitivement. Moi, c'est Lucas. 35 millions. Je construis des vraies choses, pas des meubles en kit ni des terrasses de jardin, mais des projets de construction commerciale à grande échelle. Je parle de projets à plusieurs millions de dollars avec acier, béton, terrassement, permis, et assez de chaos pour faire fuir la majorité des gens. Je gère des équipes, je coordonne les sous-traitants, et je fais tourner les chantiers plus efficacement que les ingénieurs qui, apparemment, oublient que les maîtres rubans existent. Mes journées commencent à 5 heures du matin. Je suis sur place à 6 heures, jonglant entre les fournisseurs, les inspections, et m'assurant que tout avance, sans chouchouter personne. Alors non, je n'étais pas vraiment attentif quand Sophie, 31 ans, ma copine, ou plutôt mon ex, a commencé à changer de comportement. Sophie était là depuis 2 ans. On n'était pas mariés, mais ça y ressemblait. Elle vivait chez moi, ne payait pas de loyer, ne se souciait pas des factures. Elle passait son temps à enchaîner les petits boulots, d'abord dans un café-boutique, puis une courte période à essayer de vendre des bijoux en ligne. Elle se disait l'esprit créatif. Je la laissais tranquille. Avant, ça allait bien, mais ces dernières semaines, son attitude a totalement changé. Elle était froide, toujours sur son téléphone, retournant l'écran face contre la table quand j'entrais dans la pièce, elle s'habillait pour faire des courses et rentrait des heures plus tard sans aucun sac. Son attitude est devenue plus tranchante, comme si ma simple existence l'ennuyait. J'ai remarqué, bien sûr que j'ai remarqué, mais j'avais des contrats à revoir, et un projet d'agrandissement d'école à 3 millions de dollars à terminer. Je n'avais pas le temps de jouer au détective pour des sautes d'humeur sentimentale. Je me suis dit qu'elle faisait sa drama queen, et que ça allait passer. Ça n'est pas passé. Un jour, elle m'a envoyé un message. Elle avait réservé une table dans le resto italien qu'on fréquentait quand tout allait bien. Lumière tamisée, nappe blanche, serveurs qui se prennent pour des stars. Elle voulait parler. Je savais ce que ça voulait dire. Je suis venu, et elle est arrivée en mode glamour total. Robe rouge, maquillage impeccable, comme si elle allait me larguer avant d'aller danser. Elle n'a pas traîné. Je crois qu'on s'est éloigné, m'a-t-elle dit, en sirotant son vin avant même que le plat n'arrive. On veut des choses différentes maintenant. Toi, tu es stable. Moi, je veux quelqu'un qui avance dans la vie. Je n'ai pas dit un mot, je l'ai juste regardé. Il y a quelqu'un d'autre, a-t-elle ajouté. Il s'appelle James. Là, elle a eu mon attention, mais je n'ai rien laissé paraître. Il est tellement ambitieux, dit-elle, en s'illuminant comme si elle donnait une conférence TED. Il travaille aussi dans la construction, mais pas comme toi. Il est plus dans l'international, la stratégie de gestion, ce genre de choses. Il est basé ici pour le moment, mais il bosse sur un projet d'expansion globale, ou un truc comme ça. Honnêtement, il me rappelle toi, mais en plus ambitieux. J'ai cligné des yeux, lentement. Il m'emmène à Paris, a-t-elle dit. Première classe. On part vendredi. Je suis resté là à la laisser parler, mais dans ma tête, j'étais déjà en train de tracer le plan. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas cligné des yeux, je ne me suis même pas déplacé. Elle était trop occupée à entendre sa propre voix pour remarquer que j'étais mentalement sorti de table. J'avais lancé une requête de recherche dans ma tête. Chaque détail qu'elle donnait ne faisait que confirmer. James, stratégie internationale, Paris. C'était comme écouter quelqu'un décrire un voleur masqué, en oubliant que je suis le seul en ville à posséder une cagoule. J'ai attendu. 19 heures, vol Air France direct vers Charles de Gaulle. Voilà, c'était là. Je ne connais pas beaucoup de types qui s'appellent James et qui bossent dans la construction, surtout pas dans la stratégie internationale, tout en étant basé ici pour le moment. Mais j'en connais un. James monsieur c'est un stagiaire, candidat MBA,
intégré à mon équipe via un programme de formation au management que l'entreprise a lancé. Censé faire le lien entre le terrain et les opérations. Il m'observe depuis 2 mois. Un gamin arrogant, toujours souriant, toujours en train de réseauter, parlant comme s'il dirigeait la boîte, alors qu'il imprime encore les livrets d'orientation. Du genre à appeler les sous-traitants un partenaire et à porter des chaussures de luxe sur les chantiers. Les gars se moquent de lui dans son dos. Moi, je le laissais creuser sa propre tombe. Il y a quelques semaines, je lui ai laissé gérer la logistique pour un de nos fournisseurs européens. Petit test, faible risque. Je lui ai donné une carte de crédit professionnel pour les dépenses approuvées. Je lui ai dit clairement, voyage client, frais d'expédition, dîner fournisseur uniquement, et tout devait être documenté. Alors, quand Sophie s'est mise à parler d'un James qui travaille dans la construction, qui parle de stratégie internationale, et qui, par hasard, l'emmène en première classe à Paris ce vendredi, oui. Je savais exactement de qui elle parlait. Elle n'en avait aucune idée, lui non plus. Ils étaient trop centrés sur eux-mêmes pour réaliser qu'ils étaient en train de rouler la même personne. J'ai pris une gorgée d'eau. Première classe, hein. Elle a hoché la tête, toute fière d'elle. Oh, c'est lui qui m'invite. Il sait comment vivre. Je lui ai offert un sourire mince. Sympa. Vous partez quand? Vendredi, 19h précise. Air France, vol direct. Elle s'est appuyée contre le dossier, comme si elle venait de révéler un rebondissement et qu'elle attendait que mon monde s'effondre. Je me suis contenté d'acquiescer. Bon vol. Son visage a tressailli. Elle attendait du drame, peut-être un « comment as-tu pu » ou un « pourquoi tu nous fais ça », mais elle n'a rien eu. Juste un silence calme, stable. Elle s'est levée, arrogante comme jamais. Pas de rancune, hein. J'ai haussé les épaules. Aucune. Elle est partie, et avec elle, tous les doutes que j'aurais pu avoir sur jusqu'où j'allais pousser cette histoire. J'ai fini mon plat, payé l'addition et je suis rentré chez moi. Je n'ai même pas enlevé mes bottes. J'ai été droit à mon bureau, allumé mon ordinateur portable, et me suis connecté au portail de gestion des dépenses de l'entreprise. Recherche, James Monsieur et voilà. 2 billets première classe, Air France, 14 500 $, départ vendredi à 19h. Réservation d'hôtel à Paris, suite 5 étoiles, 2100 $. Avance en espèces prépayée depuis JFK, 1000 $. Dépenses en attente provenant d'un spa boutique, d'un magasin de luxe. Autorisation encore en cours de traitement. Cet abruti ne cherchait même pas à cacher quoi que ce soit. Il utilisait la carte de l'entreprise comme si c'était de l'argent de Monopoly. J'ai créé un dossier, pris des captures d'écran de tout horodaté, résumé le tout en PDF, étiqueté les fichiers proprement, clairement, finalisé. Il pensait s'envoler dans un rêve européen, j'allais transformer ça en étude de cas sur l'échec, pas n'importe quel échec, un échec calculé, avec note de bas de page, justificatif et un dossier nommé « Profite de ta baguette », oui abruti. Voyez-vous, la plupart des gens réagissent émotionnellement quand on les trahit. Ils crient, pleurent, envoient des textos passifs-agressifs comme des ados. Mais moi, je préfère une chute nette, bien minutée. Je ne donne pas de coups de poing, je trace des plans. Si tu me trahis, je te tends les outils et je te regarde poser toi-même le couvercle de ton cercueil. Alors ce soir-là, pendant que James et Sophie jouaient probablement à Paris mon amour, essayant des tenues d'avion, préparant des moodboards et des phrases françaises pour impressionner les locaux, moi, je finalisais mon plan. Étape 1, laisser le gamin se sentir invincible. Le pire qu'on puisse faire à un idiot arrogant, c'est de le ralentir. Il devient prudent, il vérifie tout, et ça gâche le plaisir. Tu veux qu'il soit confiant, rapide, délirant. Tu veux qu'il réserve des massages et des brunchs au champagne comme s'il venait de gagner The Apprentice. Et James, oh mon Dieu, il s'éclatait. Il pensait avoir décroché une nouvelle copine, réservé une escapade à Paris, et surpassé son patron, tout ça en un mois. Ce mec prenait des décisions audacieuses avec de l'argent qui n'était pas à lui, une fierté qu'il n'avait pas méritée, et une copine qui n'était même pas libre. Je ne lui ai pas dit un mot le lendemain au boulot. Juste un simple bonjour en passant devant son bureau. Il m'a rendu le sourire comme si on était égaux, comme s'il n'avait pas commis une fraude de carrière au niveau criminel avec une carte qui portait mon nom sur la ligne d'autorisation. J'aurais pu tout arrêter là. Mais pourquoi gâcher le spectacle? À la place, je l'ai appelé dans mon bureau et je lui ai lancé l'appât.
Hey James, tu avais parlé d'idées pour rendre notre logistique fournisseur plus globale, non? Ses yeux se sont illuminés comme si je venais de l'adouber. Absolument, j'ai beaucoup réfléchi à intégrer une portée fournisseur plus large dans nos modèles de coûts. On pourrait vraiment moderniser les opérations avec une perspective internationale. Mon Dieu, il a vraiment dit moderniser les opérations. Je mérite une augmentation rien que pour ne pas avoir ri. Très bien, j'ai dit en hochant la tête. Fais-moi un brouillon, peut-être une esquisse de comment tu structurerais un système de présentation client basé sur les voyages. Il a cligné des yeux. C'est tout ce dont il avait besoin. Je lui ai presque emballé l'excuse sur un plateau. Je peux faire ça. En fait, je prévoyais un petit voyage personnel, je pourrais peut-être l'utiliser comme test. Je me suis appuyé, l'air pensif, comme si c'était une grande décision. Si c'est personnel, assure-toi juste que rien ne brouille les lignes avec la carte. Oui, bien sûr, a-t-il répondu en hochant la tête. Mon gars, bien sûr. Étape 2, le regarder dépenser. D'ici jeudi, James était en frénésie d'achat. Pas comme un enfant ivre, non, plus comme une arrogance calculée. Il connaissait les limites, il pensait juste qu'il ne serait jamais pris. J'ai vérifié le portail des dépenses avant de me coucher. De nouvelles charges arrivaient comme un tableau d'affichage en direct. Dîner dans un steakhouse hors de prix avant le voyage, $430. Séance spa à l'aéroport avant le vol, $285. 2 valises de luxe d'une marque que Sophie avait sûrement repérée sur Instagram, $1700. Rafraîchissement avant check-in dans un hôtel boutique parisien, $600. Avance. Il avait même mis l'achat d'une carte SIM locale française sur la note de l'entreprise. Ce mec se préparait vraiment pour sa carrière d'influenceur. Et Sophie, toujours aussi ignorante, se baladait encore dans mon appartement comme si c'était le sien, utilisait encore mon compte Netflix, buvait encore dans la tasse que j'avais ramenée d'un chantier au Nevada comme si c'était la sienne. J'ai laissé tout passer. Étape 3, construire l'arsenal. Chaque charge, chaque reçu, chaque transaction a été capturée, dupliquée, étiquetée. Si les RH voulaient du contexte, j'allais leur livrer une thèse. J'ai transféré un brouillon de tout sur mon mail personnel, imprimé une copie de secours, rangé dans un tiroir verrouillé sous les permis d'urgence des chantiers. Au cas où. Et puis, j'ai attendu. Vendredi est arrivé. C'était l'heure du spectacle. James est parti plus tôt, sac à dos sur une épaule, la confiance dégoulinant de lui comme un mauvais parfum bon marché. Je l'ai regardé faire un check avec un des jeunes ingénieurs avant de sortir. Sophie n'était plus chez moi, elle était partie la veille au soir avec 2 valises beaucoup trop remplies, et un au revoir qui sonnait comme un titre de vlog YouTube, je pars commencer ma nouvelle vie, m'a-t-elle dit à la porte, tu comprendras un jour. Ouais, peut-être un jour. J'ai attendu jusqu'à 18h45. J'ai ouvert le site de suivi de vol, entré leur numéro de vol. Air France, direct pour Charles de Gaulle. Départ à l'heure, 19h04. Statut changé, embarquement terminé. 19h12, décollage. Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise et j'ai ouvert le mail brouillon intitulé licenciement. Motif, faute grave. À James monsieur de ma part. Objet, licenciement immédiat. Je l'ai relu une dernière fois. Toujours parfait. Puis, j'ai cliqué sur envoyer. Ensuite, j'ai appelé la hotline d'urgence des cartes professionnelles de l'entreprise. Je me suis identifié, j'ai donné le numéro de carte, signalé chaque dépense des 10 derniers jours, et demandé un gel complet ainsi qu'une enquête pour fraude. L'agent au bout du fil, souhaitez-vous également bloquer les utilisations internationales? Moi, absolument. Et lancer la procédure de rétrofacturation. Chaque centime. 19h24, terminé. James était maintenant à 37 000 pieds d'altitude, sans emploi, carte gelée, réservation annulée, et il n'en savait rien. L'avion a atterri à 8 heures, heure locale. Il souriait probablement encore en descendant. Sieste en première classe, petit déjeuner offert. Le téléphone de Sophie était sûrement déjà dégainé pour filmer son arrivée comme si elle était une célébrité débarquant pour une tournée de presse. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait à l'enregistrement. Moi, j'étais à la salle de sport, au milieu d'une série, quand mon téléphone a vibré. Indicatif français. Je n'avais même pas besoin de décrocher pour comprendre. J'ai laissé sonner, puis encore.
Puis encore une fois. Au 4e appel, j'avais déjà 3 messages vocaux et 2 conversations en texte qui explosaient comme si quelqu'un avait déclenché l'alarme incendie. Je me suis assis sur le banc, j'ai regardé les messages. Sophie, c'est quoi ce bordel? Il ne nous laisse pas nous enregistrer. La carte de James ne fonctionne pas et il panique. C'est dingue, règle ça. Non. 2 minutes plus tard, encore des appels. Un d'un autre numéro. Probablement James utilisant le téléphone de Sophie maintenant que le sien était bloqué partout. Puis d'autres messages. C'est là que j'ai répondu, on dirait un problème personnel. Profitez bien des vacances. J'ai bloqué le numéro. Je me suis calé, regardez l'heure. 9 heures du matin à Paris. Le moment où la réalité a dû frapper. D'après ce que j'ai entendu ensuite, ça a empiré, vite. Lundi matin, Kevin, un de mes électriciens, m'a attrapé à part sur le chantier. Il avait ce regard, celui de quelqu'un qui hésite entre tout dire ou juste savourer le fait de savoir quelque chose. Et j'ai entendu dire qu'il y a eu une scène à Paris. J'ai levé un sourcil. Sophie et le stagiaire, là. James. Il a continué. La femme de Kevin est proche de l'ancienne coloc de fac de Sophie. Le bouche à oreille est imbattable. Voici ce que j'ai su. Ils sont arrivés à l'hôtel habillés comme des influenceurs. Le concierge leur a demandé une carte. James a tendu la sienne comme un roi. Refusé. Il a essayé à nouveau. Encore refusé. Le manager est intervenu, leur a annoncé que la réservation avait été annulée à cause d'un paiement invalide. Sophie, confuse, puis furieuse. Elle se tourne vers James. Il sort son téléphone, ouvre ses applis pro. Accès refusé. Email pro verrouillé. Accès au système bloqué. Un seul message rouge sur son écran, votre contrat a été résilié. Contactez les RH. Panique. Sophie pète un câble. Qu'est-ce que tu veux dire par virer? James commence à balbutier une histoire de malentendu. Sophie insiste. Puis il le dit. Mon nom, a raconté Kevin. Le visage de Sophie a changé instantanément. Attends, Lucas? Lucas qui? Il dit le nom complet. C'est laquelle réalise. Tu travaillais pour Lucas? James, paumé, dit, je ne savais pas que c'était ton ex. Kevin raconte qu'ils se sont mis à se disputer, là, dans le hall de l'hôtel. Assez fort pour que des gens arrêtent de s'enregistrer. Sophie criait qu'il lui avait menti. James criait qu'elle ne lui avait jamais rien dit. Elle l'a traité d'idiot. Il l'a traité de dramatique. Un type dans la file a sorti son téléphone pour filmer. Quand la sécurité est arrivée, ils étaient dehors, sur le trottoir, entourés de valises, à s'engueuler comme dans une émission de télé-réalité, mais sans caméra, sans hôtel, sans plan B. Juste deux, en plein effondrement, réalisant qu'ils avaient essayé de baiser le même gars, et qu'il les avait battus sans dire un mot. De mon côté, tout était prêt. Les RH avaient finalisé le licenciement. Le service juridique avait le dossier de fraude. Le badge de James ne fonctionnait plus, son login était mort, son profil effacé de tous nos systèmes. Un mail de la comptabilité a tout résumé clairement, 24 372 $ de dépenses non autorisées. Vol, hôtel, bagages de luxe, soins spa, et quelques retraits audacieux en espèces. Tout était signalé, tout était à son nom. La lettre de mise en demeure déjà envoyée. 30 jours pour rembourser ou on engage une procédure civile. Aucun espace pour débattre. Je n'ai pas fait tout un spectacle. Pas de vantardise, pas de sourire. Je me suis pointé comme un lundi normal. Je n'étais pas là pour le drame, j'étais là pour faire le ménage. Quant à Sophie et James, ils ne sont même pas rentrés ensemble. James a appelé ses parents. Ils lui ont dit de se débrouiller. Sophie a appelé sa mère, sanglotant à travers une version filtrée de l'histoire, prétendant que James l'avait abandonnée à Paris. En omettant, bien sûr, la partie où elle avait quitté son copain pour un gars qui détournait de l'argent de sa propre entreprise. Ses parents lui ont viré juste assez d'argent pour un petit billet en classe économique, escale de 4 heures, sans hôtel, sans virée shopping, juste elle, un bagage cabine, et ce qu'il restait de sa dignité. Il paraît qu'elle n'a pas prononcé un seul mot pendant tout le vol. Quelques amis de Sophie ont essayé de m'écrire plus tard. T'es sérieusement cruel,
elle est traumatisée. Bloquée. T'as planifié tout ça, t'es malade. Bloqué aussi. Je n'ai eu besoin de planifier absolument rien. J'ai juste observé le feu prendre et noté qui avait apporté les allumettes. Ce lundi-là, j'ai eu un entretien rapide avec les RH. Lorna, la responsable du service, avait déjà bloqué un créneau dans mon agenda. Pas de bavardage. Je suis entré avec un dossier, liste des transactions, capture d'écran, conditions d'utilisation de la carte, contrat de stage signé par James, et notre matrice de politique interne. Il avait violé chaque règle existante. Lorna a feuilleté, page après page. Des données nettes, horodatées, rien d'émotionnel, juste des faits. C'est béton, a-t-elle dit. Tu as tout rassemblé quand? Avant qu'il ne monte à bord. Elle a haussé un sourcil. Tu as attendu qu'il soit en l'air? C'était efficace. Elle a secoué la tête, à moitié souriante. Froid. Propre. Exactement, ai-je corrigé. Elle a cliqué sur transférer et envoyé le dossier au service juridique. 10 minutes plus tard, ils ont répondu, infraction confirmée, licenciement justifié, remboursement pleinement soutenu. Ils avaient déjà envoyé la lettre de mise en demeure durant le week-end, et signalé son nom auprès de l'assurance entreprise. Cela figurera dans ton dossier comme une mesure de mitigation des risques au niveau exécutif, a dit Lorna en tapotant son écran. Ça comptera pour ton évaluation annuelle. J'ai hoché la tête. Pas besoin d'en dire plus. Puis est venue la suite. Nous allons informer le programme MBA, a-t-elle ajouté. Les licenciements éthiques en stage doivent être signalés. Elle a mis en copie le directeur du programme, joint le dossier de licenciement, et a envoyé, sans cligner des yeux. C'était tout. Porte fermée, compte à rebours enclenché. Ces programmes n'ont aucune tolérance. Bourse supprimée. Validation du stage annulée. Aucune future affectation possible. Son nom est désormais marqué d'un drapeau rouge dans tous les systèmes internes importants. Pas seulement licencié, rayé, grillé. Et moi? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas débattu. Je n'ai même pas élevé la voix. J'ai juste soumis un dossier. Mercredi, les murmures ont commencé à circuler au bureau. Personne n'avait le contexte complet, mais tout le monde savait qu'un truc avait mal tourné. On disait que le stagiaire s'était planté grave. Quelqu'un a lancé une blague sur le fait d'amener un +1 à Paris aux frais de la boîte, mais personne n'a cité mon nom. Personne n'a connecté les points. Du moins pas à voix haute. Parfait. Qu'il devine. Que le mystère flotte. Jeudi, j'ai été convoqué en tête-à-tête avec mon supérieur direct. Je pensais que ce serait une mise à jour de projet. À la place, il a fermé la porte et m'a lancé un regard. Sacrée situation. J'ai juste haussé les épaules. C'est réglé. T'as pas fait remonter le problème tout de suite. Pas besoin. C'est lui qui a allumé l'incendie. Moi, j'ai juste enregistré les flammes. Il a souri à ça. On ajoute ça à ton dossier. Le service juridique a été impressionné. La direction aussi. Puis il s'est adossé. Tu penses à évoluer? J'ai levé un sourcil. Je cours pas après. Tu devrais. Des gens comme toi gardent cet endroit propre. On t'a à l'œil. Je suis sorti de la pièce sans dire grand-chose, juste un signe de tête. La porte est restée ouverte derrière moi. Pas de tour d'honneur. Pas d'annonce. Juste du respect discret, de la part de ceux qui comprennent comment se joue vraiment la partie. Pendant ce temps, James devait probablement fouiller les sites d'emploi, cherchant une entreprise assez stupide pour embaucher quelqu'un avec un dossier de fraude d'entreprise à son nom. Mais même s'il changeait son CV, même s'il essayait de le cacher, il y a toujours quelqu'un qui vérifie, toujours quelqu'un qui décroche le téléphone et pose la bonne question. Et quand ils le font, son nom est signalé, ses fichiers parlent d'eux-mêmes. Avec un peu de chance, il finira à faire du consulting budgétaire freelance pour une équipe de plâtrerie qui ne vérifie pas les antécédents. Et sans chance? Eh bien, il l'est déjà. Je n'ai jamais répondu à ces messages. Je n'ai jamais répondu à Sophie. Je n'ai jamais réagi aux sous-entendus sur Instagram, ni aux amis communs qui voulaient relancer la polémique, ni aux pics qu'elle postait sur les homophobes et les comportements contrôlants. Laisse-la hurler dans le vide. J'avais fini d'expliquer. Ils ont fait leur choix.
J'ai fait le mien. Et maintenant, James n'a ni emploi, ni diplôme, et une facture de 24 372 $ qui lui pend au nez. Sophie n'a ni vacances, ni copains, et un cercle de plus en plus réduit de gens prêts à faire semblant qu'elle est une victime. Sophie, pourtant, est rentrée comme un fantôme qui a perdu ses droits de hanter. Je ne l'ai évidemment pas vue, mais des contacts communs se sont assurés que j'ai les résumés, que je le veuille ou non. C'est marrant comme ceux qui disent rester loin des drames sont les premiers à t'envoyer des mises à jour dès qu'un désastre éclate. Apparemment, elle a atterri seule, traînant une valise cabine rayée et une facture d'hôtel impayée dans sa boîte mail. Pas de James. Aucun vrai homme pour porter ses bagages cette fois. Juste elle, son silence, et la prise de conscience croissante qu'elle avait échangé son avenir contre un type qui n'avait même pas été capable de finir un simple stage. Et c'est là qu'elle a commencé à réécrire l'histoire. Phase 1. Tournée de la victime. Elle a commencé à dire aux gens que j'avais réagi par vengeance parce que je ne supportais pas de la voir aller de l'avant. Elle affirmait que j'étais un bourreau de travail obsédé par le pouvoir, qui avait utilisé son poste pour saboter sa nouvelle relation. Peu importe les preuves, la fraude ou le fait que son petit ami avait littéralement utilisé ma carte d'entreprise pour réserver un fantasme parisien. La logique n'était pas invitée à cette fête de la pitié. Elle a envoyé un message à un de nos anciens amis de fac, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 2 ans. Le message disait « Tu peux croire ce que Lucas m'a fait ? C'est flippant, je pense qu'il est obsédé. » Le gars m'a fait une capture d'écran et me l'a transféré avec cette légende « C'est pas la fille qui a trompé son mec avec ton stagiaire ? » Oui, la même. Juste un nouveau monologue de victime. Phase 2. Effondrement en version soft sur les réseaux. Stories Instagram remplies de selfies sombres, de citations en noir et blanc sur la guérison en solo et les vraies couleurs. En légende d'une photo d'elle regardant par la fenêtre, c'est toujours ceux qui agissent avec calme qui causent le plus de dégâts. Quelqu'un me l'a envoyé en DM avec un emoji qui pleure de rire. Je n'ai même pas ouvert les autres. Le post suivant, une photo floue de la tour Eiffel, horodatée de 4 jours, avec la légende « Ce qui était destiné au mal, Dieu l'a transformé en bien ». Pas de localisation, pas de marque de luxe, pas de James, juste une tentative forcée de rédemption à travers des filtres prédéfinis. Ensuite, elle a tenté la voie indirecte. Elle a commencé à envoyer des messages à des amis communs, ceux à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. Des tirades vagues du genre « Je sens que les gens ne comprennent pas ce que j'ai vécu. Il m'a détruite professionnellement. » Professionnellement ? Elle ne travaillait même pas quand tout ça est arrivé. Elle a demandé à une connaissance commune de dire aux gens que j'étais émotionnellement abusif pendant notre relation. Le type a répondu « Tu parles du mec qui a payé ton loyer pendant 1 an pendant que tu découvrais ta passion ?» Silence. Phase 3. Crise légale. Le mail est arrivé jeudi soir, depuis une nouvelle adresse Gmail, pas celle que j'avais bloquée. Objet, demande de compensation et litige de biens. Elle a rédigé ça dans un faux langage juridique, comme si elle avait avalé un fil Reddit de conseils légaux. Cher Lucas, en raison des événements récents, je demande une compensation immédiate pour le traumatisme émotionnel et le labeur que j'ai enduré durant notre relation. Et ça continuait encore et encore. Elle listait des objets qu'elle voulait récupérer, un bureau debout que j'avais acheté avant même de la connaître, une télé que j'avais bien avant qu'elle emménage, même la machine à expresso que ma sœur m'avait offerte pour ma pendaison de crémaillère. Elle affirmait que j'avais utilisé le contrôle financier comme une arme, disait que je lui devais au moins 10 000 $ pour le temps perdu et le stress émotionnel. Elle ajoutait que si je ne répondais pas sous 7 jours, elle engagerait des poursuites. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le tout à mon avocat avec 2 mots, gère ça. Ce qu'il a fait. La mise en demeure est partie dès le lendemain matin. 4 pages. Calme. Chirurgical. Brutal. Une déconstruction ligne par ligne prouvant que j'avais payé chaque article qu'elle prétendait commun. Capture d'écran. Pièce jointe bancaire. Reçu de livraison. Une chronologie montrant qu'elle avait emménagé après tous ses achats. Une clause rappelant que sa petite escapade à Paris avec un stagiaire d'entreprise pouvait être interprétée comme une participation active à une fraude financière. Le dernier paragraphe stipulait que tout futur contact, direct ou indirect, entraînerait une escalade juridique. C'était vendredi. Lundi, le compte Instagram de Sophie avait disparu. Quelqu'un d'autre m'a dit qu'elle s'était présentée à un entretien et avait fondu en larmes au milieu. Elle a dit qu'elle traversait un traumatisme juridique et demandait une seconde chance.
Ils ne l'ont pas rappelé. Une autre personne, une vieille connaissance de l'époque où elle essayait d'être influenceuse, m'a envoyé ça, elle raconte que tu lui as ruiné la vie entière. Je croyais que t'étais le mec posé. Je le suis toujours. Je ne l'ai pas traqué. Je n'ai pas sali son nom. Je n'ai même pas répliqué. J'ai envoyé une lettre via un avocat et j'ai éteint mon téléphone. Je l'ai laissé s'effondrer en public. Laissé Twitter jusqu'à en avoir des crampes au pouce. Moi? J'étais trop occupé à construire. Des vraies choses. Des projets avec des délais. Des retours sur investissement. De l'impact concret. Pas du théâtre émotionnel. Pas du damage control sur Instagram. Pendant qu'il sombrait, moi je restais sur la feuille de paix, je dirigeais mes équipes, je respectais mes objectifs, et je dormais comme une bûche. Puis est venue l'enveloppe. Craft. Écrite à la main. Pas de logo. Une vibe de cousin bizarre qui en fait trop. Je l'ai ouverte en m'attendant presque à une lettre d'excuse manuscrite. Non. C'était une assignation au tribunal. Tribunal des petites créances. Sophie contre moi. Chef d'accusation, sabotage émotionnel intentionnel, interférence malveillante, abus de pouvoir professionnel ayant mené à un traumatisme personnel. J'ai éclaté de rire dans mon bureau. Mon assistante a jeté un œil. Je lui ai fait signe que tout allait bien. Sophie voulait de l'argent pour un traumatisme causé par moi. Moi, le gars qu'elle avait trompé avec un stagiaire qui avait volé des fonds de l'entreprise et s'était fait prendre. Apparemment, elle pensait qu'être larguée et humiliée signifiait que je lui devais une sorte d'indemnité de licenciement. J'ai appelé mon avocat. Il a lu le dossier et a dit, ça va être marrant. L'audience était prévue dans 2 semaines. Tribunal local. Pas de jury. Juste un juge et une file de délire. Je n'avais même pas besoin de beaucoup me préparer. Mon avocat avait déjà les reçus de Paris, les mails des RH, les documents de licenciement de James, et les captures d'écran de l'effondrement de Sophie. Le texto qui finissait par « Tu me dois ça ». Un joli dossier. Aucune émotion. Juste des preuves. Et d'une manière ou d'une autre, ça allait encore s'améliorer. 4 jours avant l'audience, j'ai appris que James allait témoigner en tant que témoin de Sophie. J'ai failli faire tomber mon café. Le même James que j'ai viré pour fraude. Celui qui avait largué Sophie après Paris comme un rat sautant d'un yacht en flammes. Maintenant, il revenait, comme si c'était une sorte d'arc de rédemption version catch à la télé. Qu'est-ce qu'elle lui avait promis? Une clôture émotionnelle, de l'argent, une deuxième chance avec elle, ou un autre voyage gratuit? Peu importe, il avait accepté. La salle d'audience n'était pas plus classe qu'un hall de préfecture. Lumière blafarde, moquette bon marché, mur beige. Le genre d'endroit où les égos viennent mourir lentement. Sophie est entrée la première, lentement, habillée comme pour une nomination aux Emmy Awards. Tenue business casual impeccable, coiffure de deuil comme si elle assistait aux funérailles de son innocence. Ensuite, James est arrivé, un dossier à la main, portant un costume de taille trop grand. Il avait l'air d'un gamin portant les regrets de son père. Son visage, coincé entre la culpabilité et le manque de sommeil. Je suis entré en dernier, calme. Chemise noire boutonnée, pas de cravate. Aucune nervosité. Pas d'avocat à mes côtés non plus. Ils étaient 2 rangées derrière, en simple observateur. Sophie m'a vu, elle a esquissé un sourire. James s'est redressé. Il pensait que j'étais venu seul parce que j'avais peur. Non. Je n'avais juste pas besoin de renfort pour voir 2 personnes s'autodétruire. Sophie a commencé avec sa performance. Elle a dit que je l'avais manipulée émotionnellement, utilisé ma position pour saboter sa nouvelle relation et humilier publiquement. Elle a sorti des termes comme dommage psychologique, traumatisme et déséquilibre de pouvoir. Ambiance tribunal de jour à fond. Elle essayait de cocher toutes les cases, comme si elle avait googlé comment susciter la sympathie devant un juge 5 minutes avant d'entrer. Elle n'a pas mentionné James tout de suite. Probablement stratégique. Puis ce fut mon tour. Je me suis levé, sans note, sans mise en scène. Votre honneur, j'étais dans une relation engagée avec la plaignante. Elle a entamé une liaison avec quelqu'un que je supervisais directement. Cet employé a utilisé frauduleusement des fonds de l'entreprise, des fonds dont je suis personnellement responsable. Lorsqu'on a découvert cela, j'ai suivi les procédures internes.
son licenciement était légal. Tout traumatisme émotionnel subi par la plaignante est de sa propre responsabilité. Le juge a hoché la tête. Aucune question. Je me suis assis. Ensuite, James s'est levé. Et mon Dieu, il a essayé. J'ai été placé dans une position vulnérable par une personne en position d'autorité. Sophie et moi étions dans une relation personnelle, et quand Lucas l'a su, il s'est vengé. Il a détruit ma carrière. Détruit? Frérot, tu as détruit ton propre avenir avec un reçu de spa de luxe et un complexe de supériorité. Mais continue. Il a affirmé que le voyage à Paris venait en partie de Sophie, et qu'elle pensait que la carte était approuvée. Qu'ils avaient été injustement visés parce qu'ils étaient amoureux. J'ai failli lever les yeux si fort que j'en aurais atteint une nouvelle tranche d'imposition. Mon avocat s'est levé calmement et a tendu au juge une capture d'écran. Un message de Sophie, daté, où elle se vantait du voyage, avant même que James ne soumette la dépense. Puis une facture de voyage, au nom de James, carte professionnelle, sans but professionnel mentionné. Et enfin, le coup fatal. Le contrat de travail signé de James lui-même. Clause 14.2, utilisation non autorisée de fonds de l'entreprise égale licenciement immédiat. Le visage du juge est passé de blasé à irrité en temps réel. Puis est venue la décision. Ceci est un conflit personnel, non une affaire légale. Il n'y a aucun fondement pour une compensation. Affaire classée. La plaignante devra payer les frais de justice. Boum. James s'est levé comme une tour de Jenga qui s'effondre. Tu as dit qu'on allait gagner, a-t-il sifflé à Sophie. Elle a paniqué. James, pas ici. Mais il n'écoutait pas, tu m'as dit que ça allait tout arranger, qu'on aurait l'air fort à nouveau. Tu ne m'as pas dit que c'était ton patron. Ils ont continué, devant tout le monde. Le juge a tenté de les faire sortir. Un agent de sécurité a fait un pas en avant. James a quitté la salle en trombe, des papiers tombant au sol. Sophie l'a suivi, lui criant à demi-mot quelque chose sur l'image et la confiance et le fait qu'ils étaient censés être ensemble dans tout ça. Je suis resté assis, j'ai juste regardé. Encore 5 minutes. Profitant du silence qu'ils avaient laissé derrière eux. Cet après-midi-là, les frais de justice de Sophie, 834 $, étaient dus. Sa carte a été refusée. Elle a dû remplir un formulaire de paiement échelonné. James a disparu, supprimé ses réseaux sociaux. On m'a dit qu'il avait emménagé chez sa sœur et cherchait des petits boulots en freelance sur Craigslist. Sophie, j'ai entendu dire qu'elle travaillait maintenant dans un kiosque de centre commercial, vendant des coques de téléphone et des chargeurs contrefaits. Son LinkedIn indique toujours stratège de marque, comme si rien ne s'était passé. Plus personne ne partage ses stories. Plus de citations. Plus de fausses légendes profondes. Juste le silence radio. On dit que le karma est un cycle. Non. Ce n'était pas du karma. C'était de la comptabilité. Froide. Chirurgicale. Action. Conséquences. Coût. Reçu. Ils auraient pu s'en aller, tourner la page, repartir de zéro. À la place, elle a essayé de poursuivre le gars qui avait payé pour la vie qu'elle faisait semblant d'avoir. Et James l'a suivi droit dans le vide, comme un golden retriever fidèle entrant dans une cage de lion. Maintenant elle est endettée, humiliée et bloquée. Et James se demande toujours comment un type avec des bottes de chantier et un casier vierge a pu le détruire, avec du papier. Il pensait que j'étais un filet de sécurité. Je ne l'étais pas. J'étais le sol. Et ils l'ont percuté. Quelques semaines ont passé. La vie est redevenue calme. Le genre de calme qui ne veut pas dire ennui. Il signifie paix. Le chantier tournait en avance sur le planning. Mon équipe était solide. Et j'étais déjà à mi-chemin dans la planification du prochain grand projet d'expansion. Mon emploi du temps était limpide. Ma boîte mail restait calme. Et personne ne pleurait dans mes DM. La vie, comme toujours, récompensait la discipline. Puis la première est apparue. Je me dirigeais vers mon pick-up après une visite de chantier. Le soleil de fin d'après-midi descendait derrière les poutres d'acier. Et elle était là, appuyée contre la benne de mon camion. Comme si elle avait encore sa place là, Sophie, portant ce même sourire suffisant qu'elle affichait quand elle pensait être charmante, le même qu'elle portait quand elle débarquait sans prévenir sur mes chantiers avec des smoothies hors de prix et un faux intérêt pour ce que je faisais.
Je n'ai pas ralenti le pas, j'ai simplement appuyé sur le bouton d'ouverture à distance et continué comme si je ne l'avais pas vu. Elle a parlé vite. Lucas, s'il te plaît, juste, je peux avoir 5 minutes. Non, ai-je dit en ouvrant la portière côté conducteur. Elle s'est mise devant. Alors je me suis arrêté, j'ai poussé un soupir, et je lui ai lancé un regard qui disait que j'avais plus de patience pour du béton en train de sécher que pour cette scène. Elle a entamé son petit script. Écoute, je sais que j'ai merdé. Je ne pensais pas clairement. James, c'était une erreur. J'ai coupé. T'as traversé un continent pour lui. Je savais pas qu'il bossait pour toi, a-t-elle dit précipitamment, trébuchant presque sur ses mots. Si j'avais su, mais tu l'as quand même choisi. Plutôt que moi. Plutôt que tout. Tu n'as pas posé de questions. Tu t'en fichais. Elle a hésité, puis haussé les épaules faiblement. Je pensais que c'était une amélioration. Je l'ai fixée. Elle a changé de posture. C'est juste que, la stabilité me manquait. Tu gérais tout. Lui non. C'est justement ce que t'aurais dû comprendre avant de faire tes valises assorties. J'ai fait une erreur, ok, a-t-elle dit, plus sèchement cette fois. Tout le monde en fait. Et toi, tu l'as répété. Fortement. Sa voix est devenue plus douce. Je m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je pensais juste, peut-être qu'on pourrait parler. Voir s'il reste quelque chose. Il reste quelque chose, ai-je dit en montant dans le camion. Mais pas pour toi. J'ai refermé la portière. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Le deuxième acte est arrivé 2 jours plus tard. James. C'était à un salon de l'emploi, parmi tous les endroits possibles. J'y étais pour un événement de réseautage communautaire pour la boîte, aidant des étudiants d'école technique à intégrer des programmes de métier. Stand installé, brochure, la routine. Et je vois ce type traverser l'allée comme s'il venait de se faire renverser par le temps. Il avait l'air différent. Plus maigre. Plus vieux, pas en années, mais en esprit. Comme si la vie avait arrêté de lui faire des cadeaux et qu'il venait de réaliser que les réductions étaient terminées. Il ne m'a pas repéré tout de suite. Il passait de stand en stand, essayant de distribuer un CV imprimé sur une feuille unique, probablement à la bibliothèque. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Fixés. Je suis resté là, bras croisés, immobile. Il a hésité, puis s'est approché. Lucas. J'ai levé un sourcil. Je voulais juste parler. Fais vite. Il a avalé sa salive. J'ai merdé. Je sais. La carte, le voyage, Sophie, tout ça. Et j'ai tout perdu, mec. Le MBA, c'est fini. Personne me rappelle. Je dors sur le canapé de ma sœur depuis 2 mois. Il a attendu de la pitié. Je lui ai offert le silence. Puis il l'a dit. Tu pourrais glisser un mot pour moi? N'importe où. Pas grand-chose. Une référence peut-être? J'ai ri. Une seule fois. Un rire sec, chirurgical. Tu veux que je répare ton CV après que tu aies utilisé ma carte pro comme si c'était de l'argent Monopoly? Je savais pas que c'était ta copine. Ça n'arrange rien, James. Il avait l'air de vouloir discuter, puis il a abandonné. Je croyais avoir des options, a-t-il murmuré. T'en avais. Tu as juste choisi la pire à chaque fois. Je me suis tourné vers la table, j'ai pris une brochure et je lui ai tendu. Et c'est la plomberie. C'est un boulot honnête. Il ne l'a pas prise. Juste resté là, figé, comme si je l'avais frappé à la gorge. T'es même pas en colère, hein? Ça voudrait dire que je m'en soucie. Je suis pas en colère. Même pas un peu. Il n'était plus qu'un nom sur une feuille maintenant. Un avertissement ambulant avec une mauvaise coupe de cheveux et un jugement encore pire. Le respect qu'il voulait, il devra le creuser lui-même dans la tombe professionnelle où il s'est jeté. Il est parti sans un mot de plus. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'événement. J'ai distribué 10 autres brochures, et j'ai repéré 3 excellents candidats pour des postes d'apprentis. James n'en faisait pas partie. Ce soir-là, j'ai vérifié ma boîte mail. Sophie. Encore. Objet, je suis désolé. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas lue. J'ai juste bloqué l'expéditrice. Ils avaient tout essayé.
La manipulation. La culpabilité. La panique. Le désespoir. Rien n'a fonctionné. Parce que je ne jouais plus. Ils essayaient de revenir vers une version de moi qui n'existait plus. Ce gars-là. Celui qui faisait trop confiance. Qui donnait le bénéfice du doute. Qui laissait de la place aux parasites. Ce gars-là, il était parti. Maintenant, il ne restait que moi. Propre. Concentré. Au sommet. Ce n'était pas une vengeance. C'était du ménage. C'est eux qui ont allumé le feu. Moi, je me suis juste reculé. Et je les ai laissés brûler.